Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet entretien exclusif avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. El Hadj Aboubakar Sompare. Il nous reçoit ici chez lui à la maison, après l'autre entretien que nous avions eu avec l'actuel leader de l'opposition, El Hadj Sely Dalein Diallo. Bonjour, El Hadj. Bonjour, M. Serge. Bien avant de commencer cet entretien, nous allons déjà présenter notre invité. C'est vrai, on le connaît, tous les Guinéens le connaissent, mais peut-être qu'on ne sait pas certaines choses de lui. El Hadj Sompare Aboubakar est natif de Dakonta, c'est dans la sous-préfecture de Kolabongi à Boké. Diplômé en mathématiques, il entame une carrière de cadre au ministère de l'Éducation. De février 1978 à septembre 1984, il est ambassadeur de la Guinée à Paris. Au-delà de cette fonction, il a occupé plusieurs postes dans l'administration publique guinéenne, notamment recteur de l'université de Conakry. Il a aussi été directeur des services de l'information, secrétaire général du PUP, du président Lansana Conté à partir d'avril 1987. Il devait devenir, après la mort de ce dernier, en décembre 2008, président de la République par intérim en sa qualité de président de l'Assemblée nationale. Mais des militaires avec à leur tête le capitaine Dadis Camara remettront en cause cette transition. El Hadj Aboubakar Sompare a été candidat à la dernière présidentielle de 2010. C'est lui que nous recevons aujourd'hui. Il faut également dire qu'il a à son actif plusieurs décorations. El Hadj, rebonjour. Bonjour, monsieur Serge. Quelle est aujourd'hui votre actualité? On le sait depuis cette tentative échouée d'assumer l'intérim du pouvoir. Vous êtes absent de la scène politique. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Bon, écoutez, je milite au niveau de mon parti, mais je consacre l'essentiel de mon temps à la rédaction de mes mémoires. Je crois qu'à un moment donné, un homme doit pouvoir faire halte, faire le bilan de sa vie et peut-être retracer les péripéties les plus intéressantes pour les générations à venir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et à côté de cela, de quoi est-ce que vous meublez vos journées? Écoutez, je m'occupe de mon parti, c'est tout. De temps en temps, je vais au siège. Chaque fois qu'il y a une activité, je me mêle de cela. Et le plus clair de temps, je me retire pour me consacrer à mes mémoires. Le parti, ce mot y revient, le parti, je suppose que vous parlez du PUP, le parti de l'unité et du progrès. Exactement, le parti de l'unité et du progrès. Vous en êtes le président aujourd'hui? Non, il y a un président, c'est M. Moussa Solano, élu par le dernier congrès. Moi, je suis simplement membre du bureau politique national du parti, c'est-à-dire la direction nationale du parti. On va revenir sur le PUP, le parti de l'unité et du progrès. À la dernière présidentielle, vous êtes parti, vous étiez d'ailleurs candidat, je le disais tout à l'heure. Également, M. Solano était candidat. Qu'est-ce qui a expliqué cela? On se disait à l'époque qu'il y avait division au sein du PUP. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, le parti a désigné sur le candidat aux élections présidentielles, c'était moi. Solano était président du parti. J'ai accepté de conduire la liste du PUP pour ne pas que le parti meure. Puisque généralement en Afrique, le parti de la majorité, quand le chef de la majorité disparaît, le parti a tendance à disparaître. J'ai voulu faire la démonstration que ce n'est pas le cas pour le parti de l'unité et du progrès. C'est pourquoi je me suis présenté. Et le parti, aujourd'hui, c'est quoi? De quoi est-ce que vit le parti? Qui est à la tête du parti? Parce qu'à l'époque, on savait que c'est le général Conté, donc il y avait les moyens, disons, de l'État qui étaient là. De quoi est-ce que vous faites, de quoi est-ce que vit le parti aujourd'hui? Qui sont ces personnes qui sont derrière le parti aujourd'hui? Les moyens de l'État, c'est trop dire. Le président de la République était un président paysan. Il cultivait beaucoup et les recettes qu'il gagnait dans son champ, il consacrait nos partis à l'entretien de notre parti, de notre formation politique. Mais cela, il ne le faisait qu'aux grandes occasions. Le reste du temps, c'est le parti qui se prenait en charge. J'ai été secrétaire général de 1997 jusqu'en 2002. Eh bien, j'assurais, moi, le fonctionnement du parti par mes propres moyens. C'est-à-dire la cotisation, évidemment, et des ressources accidentelles que je pouvais gagner par-ci, par-là, par les donateurs.
Apparemment, le PUP aujourd'hui est inactif sur le terrain. On n'entend pas trop parler du PUP, on entend plutôt parler de ceux qu'on qualifie ici de grands partis. Je veux parler peut-être de l'UFDG, je veux parler du RPG, je veux parler peut-être du parti de Sidya Touré. Le PUP, on n'entend pas trop parler. Oui, je vous ai dit que quand le président disparaît, son parti a tendance à disparaître. Nous sommes un peu frappés par ce cancer-là, malheureusement. Et il y a une question de leadership au niveau des différentes zones d'implantation du parti. Le parti était majoritairement implanté en Basse-Guinée et en forêt. Aujourd'hui, vous savez, le communautarisme est en train de gagner le terrain, si bien que la forêt a préféré ses ressortissants au détriment de notre parti. Et en Basse-Guinée, il y a une guerre de leadership que vous êtes censé savoir. C'est ce qui fait que le PUP reçoit la partie congrès, puisque nos bailleurs de fonds se sont dissipés plus ou moins. Les bailleurs de fonds se sont dissipés. Qui était-il Ceux qui acceptaient jusque-là de nous aider à financer le parti, beaucoup ont quitté parce qu'ils ne voient plus de perspective quand le chef de l'État n'est pas là pour distribuer les places. Qui sont ces personnes? Les opportunistes. Il y en a toujours en Afrique, vous savez. En vérité, en Afrique, le dispensateur de biens, c'est l'État. Quand le chef de l'État a un parti, il contient beaucoup de militants, certes, mais il y a beaucoup de clients aussi. Hein, des opportunistes qui viennent chercher la place. Eh bien, quand le chef de l'État n'est plus là, eh bien, ces gens-là s'éloignent. C'est ce qui arrive maintenant au PUP. Tout à l'heure, vous parliez de dissidence au niveau de la Basse-Côte. Récemment, des cadres nous a-t-on dit, se sont réunis, ont décidé de choisir M. Kassory Fofana comme tête de liste pour la prochaine législative. Que pensez-vous de cela? Non, je vous dis qu'il y a une guerre de leadership. Il y a le groupe de Kassory, certes, mais il y a également Sidya Touré, il y a Mamadou Sidla, il y a aussi Bouré, Abraham Bouré, et tant d'autres, au niveau de la seule Basse-Guinée, ce qui crée des problèmes au niveau de l'électorat. Nous sommes en train de travailler actuellement à trouver une sorte d'unité d'action. Pour l'heure, vous n'avez pas de position, pas de regard là-dessus sur ce que je peux appeler crise au sein de la Basse-Côte? Bon, écoutez, moi je me mets un peu au-dessus de tout cela pour essayer de raccoler les morceaux. Mon expérience me condamne à jouer à l'arbitre plutôt qu'aux partisans. Ainsi, donc, j'essaie de rapprocher les différentes positions pour que l'on puisse s'exprimer en une position unique. Même pas au niveau de la région, mais au niveau d'une formation politique, parce qu'aujourd'hui, la charte des partis politiques autorise des candidatures individuelles privées. Donc, nous n'avons pas l'obligation de nous regrouper dans un seul parti. Seulement, dans la mesure du possible, il faut amoindrir la lutte intestine entre les frères pour ne pas embarrasser nos électeurs. L'autre chose qui intéresse aujourd'hui les Guinéens, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé en décembre 2008 à la mort du général Lansana Conté. Je le disais tout à l'heure, vous étiez à l'époque le dauphin constitutionnel, donc vous deviez en principe assumer la vacance du pouvoir. Vous étiez son dauphin, oui, je le disais. Vous n'avez jamais assuré son intérim. Que s'est-il réellement passé ce jour? Écoutez, le 22 décembre, le chef de l'État s'est éteint à 18h. À 19h, le médecin traitant qui le suivait est venu m'informer. Je suis allé directement à l'Assemblée pour inviter le Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée, en concertation. Les ministres nous ont trouvés là, ainsi que les grands officiers de l'armée. Maintenant, le président de la Cour suprême était invisible. C'est à cause de lui que la communication du décès a retardé jusqu'à minuit et quelques. Ce n'est que vers minuit que nous avons pu le voir. Et les militaires étaient déjà dans leur préparation depuis très longtemps. Ils ont ménagé simplement la vie du président Lansana Conté. C'est pourquoi ils n'ont pas fait de coup d'État bien avant. Ils étaient prêts pour cela. Maintenant, évidemment, le groupe qui a déclenché le coup d'État n'a pas eu le temps de se préparer très bien. C'est au dernier moment qu'il y a eu ralliement autour d'eux. Mais les militaires, dans leur ensemble, en avaient ras-le-bol. Il y avait un groupe qui était fidèle, il y avait un autre groupe qui voulait faire un coup d'État depuis très longtemps. Nous le savions.
Depuis qu'il y a eu des troubles en Guinée, depuis 2001-2002, il y a eu des troubles en Guinée, une certaine instabilité, et bien les militaires étaient prêts à prendre le pouvoir. Mais ils ont ménagé le chef de l'État. Donc dès que celui-ci est mort, évidemment, les velléités se sont fait jour, et c'est ainsi qu'on a empêché la continuation constitutionnelle du pouvoir en Guinée. C'est dommage, parce que ça nous met toujours en retard. Du fait que le président de la Cour suprême était invisible. Oui, donc quelque part, c'est ce qui a fait que vous n'avez pas assuré l'intérim du président. C'est ça. S'il était présent, dès 20h, on aurait annoncé le décès du président, mais on ne l'a pas retrouvé. Nous ne l'avons retrouvé que vers minuit. Et c'est ce qui a retardé. C'est pourquoi la publication du décès du président est devenue très tardivement, je crois, vers minuit 31h du matin. C'est à cause du président de la Cour suprême. Je le dis clairement. Vous lui en voulez pour cela, peut-être? Pas du tout. Je ne lui en veux pas. Il a ses raisons pour lesquelles il n'a pas voulu se faire voir. Les analystes aussi disent que bien avant, que ce n'était pas la seule occasion, bien avant cela, bien avant la mort, déjà depuis qu'il vivait, il était grabataire, nous disons, et qu'à cette période, on pouvait déjà annoncer la vacance du pouvoir. Ah, vous savez, la Constitution est assez claire là-dessus. On dit, en cas d'empêchement majeur du chef de l'État, le président de l'Assemblée constate et saisit le président de la Cour suprême, et c'est celui-là qui prononce la vacance du pouvoir. Ce n'est pas le président de l'Assemblée, hein. C'est le président de la Cour suprême qui prononce la vacance du pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que l'empêchement majeur? Le chef de l'État, il était malade, certes, mais il recevait les délégations étrangères, il discute avec les syndicats, il discute avec les partis politiques, il discute avec ses ministres. De quelle manière on peut-on décréter alors qu'il avait un empêchement majeur? Ce n'était pas évident. À l'actualité, vous connaissez bien le pays, vous le dites si bien, l'expérience au service du renouveau, c'était votre slogan de campagne, je le rappelle, vous étiez candidat à la dernière présidentielle. En ce moment même, le président Alpha Condé procède à des nominations au haut niveau, dont des anciens proches du président Lansana Conté. Comment se fait-il qu'Eladji Sombaré, qui connaît bien le pays, réponde absent de ce précaré? Écoutez, ça c'est la discrétion du chef de l'État. C'est lui qui sait pour quelle raison il nomme un tel ou un autre. Pour le moment, je crois qu'il n'a pas besoin de moi. S'il a besoin de moi, un jour, il me fait appel. Je ne m'en offusque pas, je ne m'en formalise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une certaine expérience de la Guinée. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, nous apprenons que entre le président et vous, c'est pas trop le grand amour. Nous apprenons, on ne sait pas. Est-ce que cela est vérifié? Quel président? Alpha Condé. Ah non, ça, c'est pas vrai. Alpha Condé est un frère à moi. Il est né à Boké comme moi. Depuis toujours, nous entretenons de très bonnes relations. Même quand j'étais ambassadeur à Paris, il n'y avait pas de relation directe entre nous. Mais ce que je peux dire à son actif, il ne s'est jamais mêlé de mouvements violents contre la Guinée. Parlons de Boké, cette ville a été, cette préfecture a été choisie l'année prochaine pour accueillir les festivités marquant le 54e ou 53e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Vous qui connaissez bien Boké. Bon, c'est un choix heureux. Pour moi, de toutes les façons, c'est un choix heureux. Boké fait partie des premières préfectures de la Guinée parce que Conakry a été choisi comme capitale le 1er avril 1890, le 1er janvier 1890. À Boké, il y avait déjà un poste d'observation des Français depuis 1866. Donc, Boké dépendait directement de Saint-Louis en tant que protectorat français. Par conséquent, c'est l'un des premiers coins de pénétration de la colonisation française. Bon, deuxièmement, le professeur Alpha Condé, il a son cordon ombilical enterré à Boké. C'est affectif. Ce n'est pas rationnel, mais peut-être que ça peut compter pour lui. C'est symboliquement, en tant qu'Africain. Donc, si le choix tombe sur Boké, moi, je n'en suis que heureux. Et je souhaite que ce soit une occasion pour les fils de Boké de se retrouver et pour permettre à Boké également de jouir des retombées de toutes ces sociétés qui investissent dans la région. Parce que depuis 1973, la bauxite quitte Boké,
la meilleure qualité que le monde ait connue, 65 à 70% de teneur en bauxite. Les retombées sont très 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 faibles à Bokeh, sinon presque insignifiantes. Jusqu'à aujourd'hui, Bokeh est dans l'obscurité. La route pour aller à Bokeh, c'est un calvaire. Donc c'est une occasion, je crois, pour que l'on revoie tout cela et que l'on puisse faire profiter à la population de Bokeh les retombées de toutes ces exportations que l'on fait pour l'ensemble de la Guinée. À côté de cela, nous avons appris que les robinets que vous permettez de vivre aujourd'hui sont fermés. C'est-à-dire vous ne recevez plus d'émoluments, vous êtes sans salaire, pourtant on sait que vous êtes un grand commis de l'État. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cela? Qui est à la base de cela? C'est le fait accidentel du coup d'État. Le coup d'État est survenu à la fin de notre trimestre, le dernier trimestre de l'année. Or, nos délégations de crédit sont faites par trimestre. Le dernier trimestre devait tomber après le coup d'État, en décembre. Et à eu coup d'État, on a tout interrompu. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas des indemnités de cession qu'on avait fait. Et même les fournisseurs auxquels on doit de l'argent, leurs chèques n'ont pas été honorés. Et depuis lors, nous sommes dans cette situation de blocage complet. Et j'espère que ça va s'arranger dans les jours à venir. Que peut-on faire pour arranger cela? Pour arranger cela, il suffit simplement que la décision politique soit prise de rembourser aux fournisseurs ce qu'on leur doit et de nous payer à nous ce qu'on nous doit. Concrètement, qui concrètement? Le Premier ministre, le Président de la République, ce sont eux qui peuvent prendre la décision politique. Puisque nous y sommes, nous sommes à l'Assemblée, nous parlons de l'Assemblée. Aujourd'hui, l'Assemblée n'existe pas officiellement. La Guinée n'a pas d'Assemblée depuis que vous êtes parti du pouvoir. C'est le CNT qui est là, qui assure l'intérim, disons quelque part comme ça, de l'Assemblée nationale. Votre regard là-dessus, les législatives qui peinent à venir depuis lors. Est-ce que c'est une situation normale que nous restions sans Assemblée nationale aujourd'hui? Non, évidemment, c'est la mise en place de l'Assemblée est le dernier acte de la transition. Ça ne va pas venir comme ça subitement, après une période de trouble. Moi, je crois qu'il faut privilégier actuellement le dialogue entre gouvernement et opposition pour que l'on puisse organiser des élections correctes, afin que l'on mette en place le troisième pouvoir qui est l'Assemblée nationale. C'est indispensable. Sinon, les actes actuellement que l'on prend manquent de légalité. Il faut absolument que l'Assemblée soit mise en place pour compléter l'état de droit. Compléter l'état de droit, aujourd'hui, cela n'est pas rassurant pour les investisseurs qui, chaque fois, entendent que ça ne va pas en Guinée, il y a la guerre entre les politiques. Qu'est-ce que cela vous fait, vous qui avez été à un moment donné, oui, vous avez été le numéro 2 de l'État à l'époque. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de savoir que ces législatives peinent à venir aujourd'hui? Écoutez, j'ai dit que c'est une question de dialogue. Il y a un manque de confiance de part et d'autre. Je crois qu'il faut rétablir le minimum de confiance et que l'on dialogue afin que l'on puisse aboutir à la mise en place de l'Assemblée nationale. Sinon, les hommes d'affaires qui sont aujourd'hui de très bonne foi peuvent se décourager à la longue. Parce que si les actes ne sont pas revêtus d'une légalité, ils n'ont pas de sens devant l'histoire. La CENI, qui est censée organiser les prochaines législatives, a fixé la date de la prochaine législative au 29 décembre prochain. Est-ce que vous pensez que cette date est tenable? Vous savez, ça dépend. Si les listes sont révisées, si tout est en place normalement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire les élections le 29 décembre, parce que ça a été annoncé il y a longtemps quand même. Bon, je crois qu'il faut accepter, il faut être de bonne foi, pour accepter que l'on finisse en paix. En fait, c'est cette dernière étape de la transition. Je demande à tous les cadres d'accepter cela. On regarde sur l'actualité du pays, c'est vrai que nous parlons de l'actualité, mais on regarde aujourd'hui avec du recul, vous qui écrivez votre mémoire, d'ailleurs on va parler de ce mémoire tout à l'heure, vous qui écrivez votre mémoire lorsque vous faites une introspection sur l'actualité du pays. Je suis malheureux parce qu'il y a eu un recul par rapport à la Première République. La Première République avait mis en place un État moderne, et avait fait en sorte que la notion de nation était plus ancrée que maintenant. Avec ces coordinations régionales, on développe le communautarisme, l'esprit communautariste. C'est dangereux pour la consolidation de la nation. Et aujourd'hui, malheureusement,
l'homme est choisi, non pas parce qu'il a une valeur, mais parce qu'il représente une communauté. Ça, c'est préjudiciable à l'avenir du pays. Je souhaite que les intellectuels de tous bords, que nous puissions nous mettre au-dessus de l'esprit communautaire et que l'on fasse prévaloir la notion de nation, à savoir des jugements objectifs sur la compétence des hommes, sur leurs valeurs morales et intellectuelles, plutôt que sur leur appartenance ethnique ou régionale. Pour vous, quelque part, les coordinations doivent se mettre en retrait de la politique. Et doivent conserver leur aspect social, purement les aspects sociaux, mais pas la politique. Sur le plan politique, ils doivent être absolument neutres. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est une dérive. Est-ce que vous êtes apte à apporter quelque chose à la Guinée, bien vrai que vous avez, je crois, 69 ans quelque part. Est-ce que vous êtes apte aujourd'hui à apporter quelque chose à la Guinée? Vous voyez mon état physique, par vous-même jugez si je suis capable de faire quelque chose pour le pays ou pas. Aboulay Wade, au Sénégal, il a quel âge? Il veut se présenter encore. Il a 81 ans. Moi, je n'ai que 69. Alors, jugez-en. Mon état de santé me permet encore de servir mon pays. Et je le ferai avec beaucoup de plaisir et beaucoup de loyauté, comme toujours. C'est-à-dire que si jamais on vous faisait appel aujourd'hui, si aujourd'hui les tenants du pouvoir vous faisaient appel, vous ne cracherez pas sur l'opportunité. Ça dépend. Je ne prendrai pas n'importe quoi. Mais là où je peux être utile au pays, je le ferai avec plaisir. Vous ne prendrez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça veut dire qu'il y a un minimum de considération que je me porte à moi-même. Même si on me déconsidère, moi je me considère un peu quand même. Donc il y a des choses, je ne suis pas à la recherche de prébande, mais je veux servir le pays à la valeur de ma compétence. L'actualité du moment aussi, nous allons partir en Afrique, c'est la mort de celui qui a régné pendant 42 ans sur la Libye. Une fin pitoyable, pourrait-on dire. Je ne suis pas d'accord avec la longévité des chefs de l'État au pouvoir. Je crois qu'un mandat, 2 mandats, ça suffit largement. 42 ans, c'est un peu trop. Mais la manière dont on l'a fait partir, je désapprouve fondamentalement cela. D'abord, il y a l'immixtion de l'OTAN. Ça ne se justifie pas. Et la manière dont on l'a traité finalement, c'est un crime contre l'humanité. C'est la vérité. Il ne méritait pas cela. Vous parlez tout le temps du premier régime, on a l'impression que vous êtes nostalgique de l'ère Conté, de l'ère Sékou Touré. On le sait à l'époque lorsque le président Sékou Touré vivait, la Guinée était présente sur la scène internationale. Imaginez si le président Sékou Touré était en vie, qu'aurait été l'issue de la crise libyenne? Écoutez, il est difficile de prévoir ce qui allait se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le président Sékou Touré avait fait respecter la Guinée. Et nous avions une politique extérieure très autonome. La preuve, j'ai été l'un des représentants à Paris. C'est quelque chose d'important, je crois, à l'époque pour la France, pour la Guinée. Comme toujours d'ailleurs, c'est notre pays de caution. Donc quand on représente son pays en France, ça signifie beaucoup de choses. Le président Sékou Touré, s'il était vivant, il n'aurait jamais accepté l'immixtion des forces extérieures en Afrique. Jamais. Il l'a toujours combattu. L'Union africaine doit pouvoir régler les problèmes de l'Afrique. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cet entretien, mais bien avant cela, on va parler tout à l'heure du mémoire que vous rédigez, donc un livre qui doit sortir très bientôt, avant le mot de la fin aussi. Également, on aimerait savoir, on a appris comme ça que les rapports entre vous et le président Lassana Conté n'étaient pas au beau fixe à l'époque. On disait qu'il vous craignait, bien qu'étant à ses côtés, il ne dormait pas, il dormait d'un seul œil, paraît-il. Bon, écoutez, mes rapports avec le président étaient très ambigus. Bon, dire qu'il avait peur, ça, je ne sais pas. Mais il se méfiait un peu de tous les intellectuels. Parce qu'il avait un certain complexe. Les gens, ils pensaient qu'on le traite d'ignorant. Et il a ressenti un complexe très, très développé. Bon, pour ce qui me concerne, je vais le révéler dans mes écrits. Un regard sur la première république, la deuxième et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui,
Le professeur Alpha Condé vient avec beaucoup de bonnes intentions. Je lui souhaite toutes les chances et tous les succès possibles. Seulement, je crains une seule chose, je l'ai dit la dernière fois à votre radio, c'est la gestion des ressources humaines. Et je crains qu'il y ait un peu d'exclusivisme. Si c'est le cas, ça va créer des frustrations et la frustration provoque toujours la violence, la révolte. Et je souhaite qu'il soit entouré de bons conseillers et que la gestion soit un peu plus rationnelle. Nous sommes pratiquement à la fin. Votre mémoire, de quoi est-ce que votre livre parlera? Est-ce qu'on pourrait avoir juste un aperçu, une idée de ce dont vous parlez, vous écrivez actuellement? Vous avez dit mémoire. Il s'agit de mes mémoires, de mes souvenirs. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je compte apporter l'expérience que j'ai vécue aux générations futures avec l'espoir que ça va leur servir pour éviter certains écueils et peut-être louer certaines valeurs qui font aujourd'hui défaut à la jeunesse. Quelque chose que vous aurez bien voulu dire, partager avec ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'on n'a pas abordé dans cet entretien? Écoutez, on a tout abordé. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est la paix, la tolérance. Et je souhaite que chacun se mette au travail pour que la Guinée puisse sortir de cette ornière-là. Nous sommes un pays à scandale. On nous qualifie de pays riche, mais en réalité, ce n'est qu'en potentialité. Le peuple souffre à l'intérieur du pays. Vous avez aujourd'hui des familles à Conakry qui ne préparent pas. 2, 3, 4 jours, c'est vrai qu'ils n'ont pas de quoi manger. À l'intérieur du pays, c'est pire. Cette situation doit cesser. Pour que ça cesse, il faut qu'on se remette au travail. Le président de la République a fait de l'agriculture sa priorité. Je loue cette tendance. Il faut développer une mystique du travail. C'est indispensable. La voie à suivre, chacun de nous doit réfléchir. Ce n'est pas certain que le gouvernement trouve la meilleure voie. Tout le monde doit y contribuer. Ladj, merci de nous avoir reçus ici chez vous à la maison. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Nous recevions aujourd'hui sur notre plateau El Hadj Aboubakar Sampare. Il a été le dernier président de l'Assemblée nationale jusqu'au décès du président Lansana Conté. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre grande interview. À très bientôt et bonne suite des programmes sur notre télévision Guinée News TV. Merci.